Chez vous, Gérard, Merci. en terre narbonnaise, chez vous. Tout à fait. Et Comment ça puis, va? Très bien, je suis très heureux d'être là. Et puis, je remercie Marc et Mathieu Dubernay, l'IFV et puis l'ICV, avec la participation du CIVL et d'Interroc, d'avoir suscité cette journée concernant l'avenir des vins rouges, parce qu'en fait, ça symbolise, ça cristallise un petit peu les problématiques et les enjeux de demain. Et le plus important, je pense, après cette journée, c'est d'essayer d'éclairer tout le monde sur, non pas la voie à suivre, mais sur les voies à suivre. Parce qu'aujourd'hui, Jacques le disait, il y a une grande effervescence des changements qui interviennent dans le monde entier à tous les niveaux, et surtout en termes de mode de consommation. Et si on veut savoir où on va, d'une part, il faut savoir d'où on vient, mais aussi, il faut avoir quelques informations macro- et microéconomiques pour bien se situer. C'est-à-dire, on ne fait pas la même chose quand on a 10 hectares que quand on en a 200. Et on ne fait pas la même chose quand on est sur un terroir fertile et quand on est sur un terroir de grande expression. Donc l'idée, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair. On va essayer ensemble d'y voir un peu plus clair avec quelque chose qui vous tient à cœur, Gérard Bertrand. C'est une pyramide que l'on va découvrir ensemble dans quelques instants, lorsqu'elle va s'afficher à l'écran. La voici. Cette pyramide, c'est quoi? C'est votre socle, votre base, Gérard? Oui, disons qu'avec nos équipes techniques, dont beaucoup sont là aujourd'hui, on a travaillé un petit peu sur une pyramide qui reprend à la fois la hiérarchisation, la segmentation, les techniques culturales et aussi les techniques de vinification, parce que c'est un tout. C'est-à-dire qu'en miroir, il faut d'abord regarder d'où on vient, c'est-à-dire nos terroirs, et en même temps regarder qu'est-ce que veut le marché. Et on se rend compte que c'est complexe, puisqu'il n'y a pas un marché. C'est élémentaire, mais on l'a oublié? Ouais, je crois qu'on ne l'a pas forcément oublié, mais quand les marchés sont porteurs, comme on a vécu quand même les 10 dernières années, on se pose moins de questions. Et ensuite, il ne faut quand même pas oublier que les 40 dernières années, il n'y a pas une région qui a plus évolué que la nôtre. C'est quand même un Big Bang ce qui s'est passé ici, donc il faut d'abord être fier de ce qui s'est passé. Mais la question maintenant, c'est comment on crée un nouveau paradigme et comment on fait en sorte qu'on va être conquérant, qu'on va garder le potentiel viticole, qu'on va avoir aussi de plus en plus de jeunes qui vont s'installer, parce qu'il y a quand même 240 000 hectares qui sont disponibles pour planter de la vigne dans notre région. Et tout ça, si on sait où on veut aller, c'est quand même un peu plus simple et c'est plus encourageant pour les jeunes pour venir s'installer dans notre région. Revenons à la pyramide, Gérard. Oui, tout à fait. Donc, celle-là, tout le monde la connaît, c'est la base, c'est-à-dire que les Australiens, dans les années 90, ont expliqué qu'il y avait 7 catégories de vins, c'est-à-dire les basiques entre 1 et 2 euros, populaire entre 2 et 3,5, populaire premium jusqu'à 4,50, ensuite premium entre 5 et 7 euros, super premium jusqu'à 10 euros, ultra premium jusqu'à 15 euros, et au-delà de 15 euros, c'est toute la partie iconique. Donc, quand on fait un vin, aujourd'hui, il faut savoir dans quelle catégorie déjà on veut se mettre. C'est-à-dire que si on veut avoir un vin avec un potentiel, un nombre de bouteilles très très important, par exemple 200, 300, 400 000 bouteilles, ça va être dur pour un vigneron d'être en haut. A contrario, si vous avez 10 000 bouteilles à vendre, si vous ne les vendez pas assez cher, ça sera un problème parce que de toute façon, quand vous aurez vendu dans 2 pays, vous n'en aurez plus. Donc, je ne sais pas si on peut faire... C'est sur celui-ci là. Oui, pour faire avancer. Voilà, donc la première question qui me vient, et il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, c'est sur les modes de taille. On est en fait là de retour en plein cœur du vignoble. Hein. Oui, donc on va faire un aller-retour chaque fois, parce que moi ce qui m'inquiète, c'est que effectivement sur les blancs et les rosés, c'est assez facile d'avoir un bon niveau qualitatif avec une technique précise et en industrialisant entre guillemets le vignoble pour aller jusqu'au populaire premium, voire premium. Aujourd'hui, sur les rouges, les problématiques elles sont différentes parce que ça inclut différents types de maturité. Et la taille aujourd'hui, je vois de plus en plus de tailles rases se généraliser, mais il faut juste que les gens sachent que si on fait de la taille rase, ça implique un business model qui soit particulier. Et pour nous, en tous les cas, elle est envisageable sur les vins basiques et sur les vins populaires. Et au-dessus, il vaut mieux qu'on passe en taille classique et ensuite encore
Dès qu'on est en premium, il faut une surface foliaire beaucoup plus importante. Juste comment expliquer, Gérard, cette taille, l'incidence sur le... Quel est ce lien sur le basique? L'incidence, c'est que quand vous faites, si vous ferez pas, quand vous faites 10 tonnes hectares, vous ne ferez jamais des vins premium en rouge. C'est une illusion. Donc, parce que la compétition internationale est là et qu'aujourd'hui, on a des qualités dans notre région, on a aussi des contraintes et on est sur un marché très ouvert. Donc voilà, donc la taille classique, elle a ses vertus parce que déjà, elle peut permettre aussi aux vignobles de rester plus longtemps en vie et en bonne santé. Et ensuite, dès qu'on est en premium, il faut rajouter de la surface foliaire. Et au-delà, il faut des tailles de précision et sur l'ultra premium des vieilles vignes qui vont aller nous porter vers l'excellence qualitative. Et je pense qu'il y a aussi de la confusion aujourd'hui parce que on peut voir de la taille rase sur des vignes, sur des terroirs qui sont revendicables pour des terroirs de grande expression. Et à contrario, donc il y a différents types de viticulture, mais il faut que les gens sachent s'ils veulent faire une viticulture avec des vins disponibles pour des marchés plutôt entrée de gamme et plutôt sur la France où il y a quand même une historique aujourd'hui sur ces vins-là. Mais dès que vous avez sur la compétition internationale, si vous n'arrivez pas avec un produit défini et très qualitatif, ça devient un peu plus compliqué. C'est important ce que vous dites, Gérard, là, c'est que tout se décide, on est d'abord dans le terroir, au cœur du vignoble. Tout se décide à la plantation, c'est-à-dire qu'il faut... Aujourd'hui, on manque dans cette région de recherche et développement, mais vous avez des cabinets, Mathieu parlera tout à l'heure de l'agroénologie. Quand on plante une vigne, il faut savoir faire une analyse de sol, il faut regarder quel est le cépage qu'on veut planter. On parlera aussi des cépages résistants chers à Patrick Mazzolini et quelques autres. Mais effectivement, il faut savoir quel cépage on veut planter. Il faut savoir aussi si on veut faire du rouge ou du rosé, parce qu'on ne conduit pas une vigne de la même façon. Et ensuite, les écartements, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans une viticulture de précision. Et le matériel végétal, c'est le démarrage. Et ça conditionne 20, 30, 40 ou 50 années. Donc, c'est intergénérationnel. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour faire quelques études plutôt que de planter les yeux fermés. À l'aveuglette. À l'aveuglette. La pyramide s'enrichit, Gérard. Tout à fait. Donc vous voyez un peu les modes de vinification. Parce que là aussi, en fait, si on veut faire des vins avec tout ce qu'on appelle les MPC, les thermos, ce sont des techniques qui nous ont beaucoup aidés dans le passé et encore aujourd'hui pour développer un goût. Je dirais qu'il n'y a plus de mauvais vins aujourd'hui, donc on est passé dans une certaine forme de standardisation forcément, puisque ce sont des techniques qui permettent d'avoir parfois le goût du cépage, mais beaucoup d'arômes techniques. Et ces techniques de vinification, elles doivent s'exercer pareil que sur la taille rase. Et dès qu'on arrive au populaire premium, on est plutôt sur des techniques traditionnelles. Alors quand on dit traditionnel, forcément avec la plus grande expérience, avec le contrôle des températures, avec aussi une expertise technique et œnologique. Mais si on veut donner quelque part de l'expression à un vin, l'expression, elle doit durer. Donc c'est aussi important de savoir si vous avez des vins qui vont être bu tout de suite ou si vous allez produire des vins qui vont être bu dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. Et aujourd'hui, sur le marché, en particulier sur le marché des vins premium, vous avez de plus en plus des vins qui sont prêts sur le marché au bout de 3, 4, 5 ans. Et c'est là où la région doit progresser. Parce que quand vous regardez l'offre aujourd'hui existante sur des vins un peu élevés, elle est quand même très faible aujourd'hui. Alors que c'est là où le marché est le plus porteur et c'est là où il y a le plus d'avenir. D'accord. Voilà, donc... on appelle ça chez nous les vins à profil aromatique d'une part et les vins d'expression d'autre part. Voilà, donc les vins à profil aromatique, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est développer le goût du cépage, ce qui est vertueux, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut acheter un chardonnay, qui veut acheter un cabernet, il veut d'abord le goût du cépage. Et ensuite, les vins d'expression, c'est de plus en plus souvent, ça peut être du cépage porté à son excellence sur un grand terroir, mais ça peut être aussi et surtout, et c'est la culture de la région, des vins d'assemblage. Et le vin d'assemblage, le consommateur, il ne recherche pas le goût du cépage, il recherche le goût d'un terroir et une expression qu'on va trouver. Et forcément, un Saint-Chinian, ça doit être différent d'un Fitou, d'un Corbière ou d'un Minervois.
Donc ça veut dire que ce travail-là, les Côtes-du-Rhône l'ont très bien fait. On en parlera un peu plus tard ce matin. Voilà. Juste un mot sur ces deux profils bien précis. On parle de fruits d'un côté, on parle de vin d'expression, de signature de l'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quelque part, plus on monte, plus il faut amener quelque chose qui est peut-être indéfinissable, mais qui correspond justement à un goût unique que doit revendiquer un vigneron qui a la volonté de faire un vin d'excellence et un vin d'expression. Vous parlez ensuite, Gérard, de goût de quelque part et de goût de quelque chose. Voilà, tout à fait. Donc d'abord, pour revenir à la partie technique, aujourd'hui on a un peu un problème, c'est que quand on regarde, en particulier avec l'arrivée des machines à vendanger maintenant depuis 20 ans, qui a été un grand progrès pour la région, mais quelque part, quand les machines sont sorties, c'est difficile de les freiner. Donc, et on dit, oui, mais ça y est, on est mûr parce qu'on est à 13 degrés ou 14 degrés, il faut rentrer. C'est vrai que quand on ramasse des raisins pour faire du rosé ou pour faire du blanc, l'acidité et le pH doivent vous guider parce que forcément, c'est quand même un driver et il faut quand même tenir compte d'avoir une bonne acidité, une bonne fraîcheur dans les blancs et les rosés. Et je dirais que c'est plutôt très bien fait dans cette région. Je pense qu'on fait les plus grands rosés du monde dans cette région. On n'a rien envie à personne. Sur les blancs, on a une diversité aussi qui est quand même assez remarquable. Mais sur les rouges, il faut distinguer la maturité technique, la maturité physiologique et la maturité phénolique. Et ce n'est pas la même chose. Donc la maturité technique, forcément, c'est, oui, effectivement, on est le 15 août et on est déjà à 13 degrés, donc on va vendanger la semaine prochaine. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc la maturité physiologique, effectivement, c'est de regarder un petit peu si la vigne s'est mise en mode d'arrêt végétatif, si elle commence à tirer un peu, à puiser sur les réserves pour pouvoir avoir des raisins qui commencent à avoir un goût et une expression particulière. Et de temps en temps, parce qu'il y a des années où ça devient compliqué de les atteindre, c'est la maturité phénolique. C'est-à-dire la maturité phénolique, c'est la maturité des pépins. Mais on ne fait pas des vins d'expression si on n'est pas à minimum dans une maturité physiologique avancée, voire de temps en temps dans une maturité phénolique. Alors forcément, ça ne sert à rien de ramasser des raisins à 16,5 ou 17 degrés, parce que sinon, on fait du vin doux naturel. Mais il faut trouver justement ce compromis. Et là-dessus, c'est pareil, ça passe par des analyses, ça passe par de la précision dans le vignoble. Mais on ne fera pas des grands vins avec une maturité simplement technique. D'où l'idée aussi, voilà. Gérard, d'être épaulé par les œnologues qu'on va écouter ce matin aussi. Tout à fait. Et donc, voilà, nous on appelle ça le goût de quelque chose et le goût de quelque part. Le goût de quelque chose, donc, c'est de savoir à minima que moi je bois un chardonnay, j'ai envie d'avoir le goût du chardonnay. Et on peut payer un chardonnay à 10-15 € la bouteille, c'est pas un problème. Mais c'est d'abord le goût du chardonnay. Après, si on est sur un grand terroir de chardonnay, on va avoir le goût de chardonnay et en plus de ça, la minéralité, le côté qui va ressortir, celui du calcaire ou celui de schiste, etc. Et ensuite, le goût de quelque part, c'est la part de mystère qu'il y a dans le vin, qu'ont très bien compris les Bourguignons. Les Bourguignons, aujourd'hui, ils sont sur le sommet du monde et puis leur prix ne cesse de monter. Ça fait que 1000 ans que les moines de Cîteaux ont défini, sans GPS à l'époque, l'organisation du vignoble. Mais si on veut avoir des vins avec le goût de quelque part, on est le plus grand terroir et la plus grande diversité, elle est dans cette région. C'est extraordinaire parce qu'on a une diversité géologique qui est simplement formidable. Elle doit tenir compte aussi de la proximité de la mer ou pas pour le choix des cépages. Elle doit tenir compte aussi du gradient, de l'altitude. Donc effectivement, on ne plante pas un merlot, un cabernet, un pinot ou un grenache ou un mourvèdre au même endroit. Et tout ça, ça fait partie aussi d'un travail de recherche, comme je disais, qui est intergénérationnel. Donc, si ça peut guider un petit peu les gens sur la façon de s'organiser en mêlant à la fois les besoins du marché et d'où on vient, c'est-à-dire les fondements que sont le terroir et les cépages, c'est le but de cette pyramide. Merci du décryptage, en tout cas, Gérard Bertrand. Je voulais qu'on parle ensemble de cette vision, de ce travail que vous faites à l'international, Gérard. Oui, que ce soit Jacques ou Jérôme, on parlait des différents marchés. Là où on a le plus de repères, c'est le marché français, parce que c'est là où on a le plus de data, c'est là où on a le plus d'analyse. Sauf que tous les chiffres l'ont montré. L'avenir, il est à l'export. Parce que les Français, ils boiront moins,
Il y a aussi une compétition sur d'autres boissons, comme partout, mais qui est assez forte. Juste pour dire un mot, c'est que les bières, il y a 5 ans, elles perdaient des parts de marché dans la grande distribution. Pourquoi elles en regagnent aujourd'hui? D'abord par la puissance des marques, et ensuite parce qu'ils ont su se réinventer. C'est plus facile pour eux parce qu'on produit de la bière tous les jours. Ils ont su se premiumiser et ils ont dépensé, et ils dépensent aussi des moyens importants pour expliquer aux gens qu'on ne boit pas simplement une bière standard, mais qu'on peut boire aussi de temps en temps une bière de caractère. Et en fait, ils ont récupéré ce que fait le vin, parce qu'ils sont allés voir ce que fait le vin et ils ont désaisonnalisé. Ils font même des accords bière et vin aujourd'hui. Mets et bière, pardon. Donc, ça n'existait pas à l'époque. Elle est entrée dans la cuisine, donc oui, elle est entrée dans le quotidien. Elle est rentrée sur la table des consommateurs. Donc oui, moi je pense que les marchés sont en expansion, c'est positif. Je pense que la marque, ce n'est pas uniquement une marque privée, c'est aussi et d'abord une marque collective. La première marque de la région, c'est Pays d'Oc. Donc l'expression de Pays d'Oc, c'est important. Il y a toutes les marques que sont les appellations. Il y a aussi une ombrelle qu'on a développée il y a 15 ans qui a porté des succès, c'est Sud de France, qui a permis aussi de rassembler les différentes familles. Mais aujourd'hui, le travail qui reste à faire, c'est en particulier sur les AOP, c'est qu'on doit définir le territoire pour savoir ce que c'est qu'un corbière, je le disais, un fitou, etc. Et aujourd'hui, le consommateur, à l'étranger, il ne le sait pas encore. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. Après, il faut premiumiser, parce que le marché, il est à la premiumisation. De toute façon, nous, on ne va pas pouvoir rivaliser avec les vins de la Mancha qui coûtent 30 ou 40 euros, sans simplement être haut de gamme, mais en étant au-dessus du marché qui est le marché de la variable d'ajustement. On a été dans le passé la variable d'ajustement, on en est sorti. Ce n'est pas pour y rentrer à nouveau, parce que de toute façon, avec les coûts de production qui sont inférieurs dans le nouveau monde, avec les rendements qui sont parfois plus élevés, et avec le réchauffement climatique dont Jacques parlait, il faut savoir aussi quel combat on veut mener. Et il faut aussi que le message qu'on va faire passer soit clair pour les gens. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait une stratégie de conquête. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en avant les produits et qu'on arrive aussi à les théâtraliser. Parce qu'en fait, le plus important, c'est le dernier mètre qu'il y a entre le distributeur et puis le consommateur. Et celui-là, il demande des moyens. Ça veut dire de l'histoire, de l'imagination? Non, ça veut dire des moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse... vous savez, les Australiens, aujourd'hui, rien que aux États-Unis, ils mettent 50 millions de dollars, rien que pour le marché américain. Donc, en tant que région, on doit mettre des moyens pour gagner le dernier mètre, qui est celui qui va toucher le consommateur. Parce que si vous voulez vendre votre produit, il faut qu'il soit dans les rayons, que ce soit celui du caviste ou celui du travel retail ou celui des grandes surfaces. Ensuite, il faut continuer à progresser qualitativement, Gilles. C'est pas acquis. Sur les vins rouges, nous, on constate qu'il y a eu un peu un laisser-aller les 2 ou 3 dernières années, justement parce que, comme ce n'était pas très clair, la production ne savait pas trop quel type de vin elle devait faire. Et il faut vraiment s'ancrer dans qu'est-ce qu'on veut faire, être consistant et aller chercher cette maturité qui va apporter ces tanins avec suffisamment de souplesse qui permettront aussi d'être en compétition avec tous les vins d'expression. Aujourd'hui, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, vous regardez les vins de Toscane en Italie, qui ont beaucoup de succès à l'international. Vous regardez les vins de la Rioja aussi, qui sont des vins avec un élevage poussé. Vous regardez aussi en Australie, où ils ont défini maintenant des notions de terroir et de territoire. Donc tous ces vins-là, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont mûrs. On peut dire ce qu'on veut, mais tous ces vins-là, ils sont à 14 degrés, ils ne sont pas en dessous. Et les Bordeaux, c'est pareil. Il n'y a pas un grand Bordeaux qui est en dessous de 14 degrés. Il faut appeler un chat. Pour de la désalcoolisation, ça viendra peut-être un jour. Mais en tous les cas, c'est une perception où on n'a plus ce côté végétal, mais où on a justement une qualité des tanins qui permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Ensuite, il y a un dernier point qui est important aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est qu'il y a une concentration de la distribution dans le monde entier. Vous le voyez en France, la crise de la grande distribution est là, hein, vous voyez, il y a eu quelques problèmes dans certaines enseignes, elles sont en train de d'essayer de se remettre en ordre de marche. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de temps long. Si les produits ne tournent pas dans les rayons, mais au bout de 18 mois, vous sortez. À l'époque, vous pouviez rester 3-4 ans et vos produits prenaient le temps d'arriver.
Aujourd'hui, il faut être performant. Donc, vous voyez le cas aussi avec Amazon, puisqu'Amazon, c'est un big bang quand même. Aujourd'hui, ils ont accès dans le monde entier, ils veulent être hégémoniques. Donc, Le vin est présent sur Amazon? pas beaucoup aujourd'hui, mais demain, le vin fera 10 ou 20% de ses parts de marché avec online. Aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a Vous êtes prêts? On est prêt, personne n'est prêt. Personne n'est prêt, mais il faut se préparer. Parce que sinon, c'est eux qui vont dicter les règles du jeu. Et même aujourd'hui, il faut aussi segmenter, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus vendre un produit à 5 euros en France qui soit vendu à 15 euros en Belgique. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens, la première chose qu'ils regardent, c'est qu'ils regardent le prix. Ils disent, mais attends, comment tu fais? Toi, tu vends à 5 euros consommateur en France et moi, je vais le vendre à 15. Donc, ils acceptent des variances qui sont liées aux taxes, etc. Mais il faut avoir un corridor de prix international et une cohérence. Et tout ça, ça passe aussi par un peu de recherche et savoir où on va et se faire aider aussi par les principaux distributeurs. Et le dernier point, c'est la distribution. C'est qu'aux États-Unis, les deux plus gros distributeurs, que sont Southern et Glazer et Young's et RNDC, aujourd'hui, ils représentent 50% du marché. Donc, si vous n'êtes pas une marque internationale, il ne faut pas aller bosser avec eux, parce que vous allez être perdu dans un portefeuille de 50 000 produits. Donc, il faut aussi trouver l'importateur ou le distributeur qui correspond à ses besoins. Voilà. Et par exemple, il y a aujourd'hui UbiFrance, ce genre ce type d'informations qu'on peut trouver. Il y a des panels aussi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup à Interroc et au CIVL. Et moi, je recommande que vous posiez des questions avant d'aller sur un marché pour savoir comment il marche. Parce que sinon, il y a des marchés où ça ne sert à rien d'arriver avec un prix bas, parce que de toute façon, vous allez vous retrouver en bas avec les noyés. Donc, il faut aussi avoir un peu de recherche et développement. Voilà. Gérard, il nous reste quelques thèmes à aborder. Oui. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. On prend le train. Voilà, donc le branding, c'est le pouvoir de la marque. Donc, c'est répondre aux besoins du marché. Parce qu'à la fin, il ne faut pas oublier que le consommateur, il est là et qu'il n'a pas envie de boire les mêmes choses pour les différents prix. Donc, il faut être clair sur ce qu'on veut. Le marketing, c'est important pour l'activation, c'est-à-dire c'est la notion de territoire. C'est très important aussi, c'est essayer de lui expliquer. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, Jérôme, d'expliquer ce que c'est qu'un AOP que d'expliquer ce qu'un cépage. Jacques l'a dit, le marché, internationalement, c'est le cépage. Les Américains reconnaissent le cépage. Mais il y a aussi une voie pour les AOP. On le voit avec les Bourgognes. Aujourd'hui, les gens, ils achètent du Meursault, ils achètent du Corton Charlemagne, etc. Pourquoi? Parce que ça s'est fait sur le temps long. Mais aujourd'hui, ils ont compris que la marque collective leur suffit. Il y a plein de gens qui ne savent pas que le Bourgogne rouge, c'est du Pinot. Notoriété travaillée différemment donc sur la marque. La notoriété et puis l'expérience client aussi, c'est important. Et monsieur le vice-président le rappelait tout à l'heure. On a une chance extraordinaire ici, c'est qu'il faut faire le lien entre l'histoire qui est forte de cette région, la gastronomie, la culture et puis l'art de vivre de notre région. Ça veut dire que l'expérience client, c'est que la part de rêve dans le vin, elle est très importante. Mais il faut la mettre en musique, c'est-à-dire qu'il faut servir les vins à la bonne température, avec les bons accords mets et vins, c'est très important aussi. Et il faut aussi raconter une histoire, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire un peu rêver. La part de rêve, elle est là. Et en particulier sur des vins premium et ultra premium, il faut accompagner son développement et il faut chaque vigneron soit le premier ambassadeur de son terroir. L'investissement marque et marché? Oui, les investissements, pour moi, aujourd'hui, je vais être sévère, mais je veux dire qu'il faut qu'on passe de la 3e division à la 1re division. C'est un sportif qui parle, je crois. Oui, mais il faut muscler nos budgets. Il faut qu'on soit beaucoup plus performant et qu'on aille beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a quasiment 190 pays dans lesquels il se boit du vin. Et quand vous regardez les pays émergents, vous avez le Nigeria, vous avez le Brésil, vous avez la Russie, par exemple. Au Brésil, aujourd'hui, ils boivent du rosé depuis 2 ans. Donc, pourquoi demain, le Languedoc et les Pays d'Oc ne seraient pas leaders sur les marchés des rosés au Brésil? Alors forcément, il y a des contraintes, parce que les vins du Chili n'ont pas de taxes, etc. Sauf que si on crée un appel d'air en disant, voilà, l'art de vivre du sud de la France, c'est les rosés, les blancs, etc., ça va créer des nouveaux marchés. Et il faut aussi raconter une histoire, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire rêver. La part de rêve, elle est là. Et en particulier sur des vins premium et ultra premium, il y a une chance extraordinaire ici, c'est qu'il faut faire le lien entre l'histoire qui est forte de cette région, la gastronomie, et puis l'art de vivre de notre région. Ça veut dire qu'il faut
Et c'est ce dont on a besoin. On en a parlé avec Jérôme Villary il y a quelques minutes, Gérard. La segmentation des gammes, c'est important? Oui, la segmentation des gammes, c'est important. Je pense qu'il faut que chacun doit savoir quel moyen il veut mettre et comment il veut organiser son portefeuille. C'est-à-dire que oui, il faut que vous ayez des têtes de cuvée, il faut que vous ayez des vins qui vont vous rendre fiers, et qui vont vous permettre d'être une marque pour votre cave coopérative, pour votre cave particulière. Et ça, c'est important, c'est-à-dire des vins qui vont être reconnus par aussi la presse, parce qu'elle a un rôle très important, par tous les critiques aujourd'hui qui sont là, en France et à l'étranger, et qui vont vous permettre d'exister. Dès que quelqu'un a une bonne note, même s'il ne faut pas courir après, c'est quand même un facteur qui aide, surtout quand on se lance. Les crus, on dit un mot? Oui, la bonne nouvelle, c'est que Jérôme l'a dit, les prix sont montés. La mauvaise, c'est qu'on a perdu 30 ou 40% du potentiel viticole sur les AOP. Donc il faut se réinventer. Se réinventer, c'est justement, quand on fait des vins qui sont à 40 ou 50 hecto-hectares, forcément, il faut qu'ils soient vendus à un certain niveau de prix. Sinon, il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de valorisation. Et donc, il faut surtout que collectivement, parce que ça, c'est vraiment un enjeu collectif, dans les syndicats et aussi aux interpros, les gens puissent aient la volonté de passer des messages aux consommateurs. Donc, quand on est un cru, il y a des crus dans la région, avec 10 000 euros de budget ou 15 000 euros, on ne va pas faire la guerre. On va choisir un marché, on va faire une opération, puis c'est terminé. Donc il faut mutualiser les moyens, qui sont les moyens directs avec les syndicats ou les interpros, et des moyens aussi en fédérant les vignerons, en disant, bon, ben, on est 10, 5, on va aller dans tel pays, on va revendiquer aussi qu'est-ce que c'est notre savoir-faire. Et les crus, après, ça passe par une démarche, c'est-à-dire que chaque consommateur doit vraiment comprendre les terroirs que représentent, je le disais tout à l'heure, Fitou, Saint-Chinian, Malepère, Corbardès, etc. Aujourd'hui, ils ne savent pas trop. Et à l'export, à l'international, le succès passera par cette reconnaissance. Donc ça passera aussi par les prescripteurs. Ça n'a jamais été aussi facile avec les blogueurs, avec les journalistes, etc. Mais il faut encore aller les rencontrer et expliquer quelle est l'identité de cru et quelle est l'identité de territoire. Et regarder aussi sur les différents marchés, parce que le top 5 des marchés les plus importants que vous connaissez, que sont la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et les pays nordiques, la Suisse et la Belgique par exemple, bon, mais ces marchés-là, il y a déjà une empreinte forte. Mais sur les marchés, je dirais, émergents dont je parlais tout à l'heure, il y a tout à construire. Et après, il ne faut pas négliger les marchés secondaires, c'est-à-dire en dehors de la Chine, tous les pays asiatiques qui consomment de plus en plus de vin. Et ces gens-là, il faut leur porter la bonne parole. Et notre bonne parole, elle doit être commune entre les AOP et les IGP. C'est notre art de vivre. C'est ce qu'on représente ici, c'est la proximité de la Méditerranée, c'est ce qui fait qu'on est unique et que les gens, d'ailleurs, on est le pays leader en nombre de touristes. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Il faut essayer de leur expliquer et leur donner envie de goûter notre univers au travers d'une bouteille de vin. C'est ce que vous développez à l'Hospitalet. C'est ce qu'on développe à l'Hospitalet, mais pas que. C'est ce qu'on essaie aussi, nous, de développer dans les pays, d'expliquer quel est notre ADN, quel est notre art de vivre, et aussi quelles sont les caractéristiques des vins d'expression. Le tour musique cet été avec Zazie, Ben l'Oncle Saul, et j'en passe. Oui, la musique, vous le disiez tout à l'heure. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui passent du temps à table pour boire du vin. Et Jacques le disait, on est la première région productrice de rosé au monde. Donc, pourquoi? Parce que le marché se développe et il va encore se développer. C'est une grande chance et une grande opportunité pour nous. Et aussi parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle aux États-Unis ou en Angleterre les happy hours, là, quand on boit du vin entre 18 et 20. 18 et 20 heures en France, mais aux États-Unis, c'est entre 16 et 18 heures. Il commence plus tôt. Et quand on a bu 2 verres de vin, avant le repas, on n'en boit pas 2 pendant le repas. Donc ça veut dire que c'est plus facile de boire du vin frais, comme tu le disais, Jacques, que des vins qui soient des vins à température ambiante, souvent trop chauds, en particulier pour les vins rouges. Ça aussi, donc, ça veut dire qu'il faut comprendre, quand on fait un vin rouge à boire frais, on ne fait pas un vin rouge à boire tempéré. Et ça aussi, il faut savoir quel type de vin on veut faire. Donc, on peut très bien boire des vins rouges, en particulier des vins légers comme le Pinot à 14-15 degrés. Et quand on boit des vins de terroir, on les boit plutôt à 17-18, mais jamais à 22 ou 25 degrés.
Donc ça veut dire que ça aussi, c'est de l'éducation qui passe et qu'il faut expliquer aux gens que les vins rouges, si on veut continuer à en vendre beaucoup, il y a tout ça à mettre en place. Et c'est moins facile, effectivement, que boire des bulles ou que de boire des rosés qui sont directement au réfrigérateur. Mais c'est une chance, parce que boire du vin dès l'apéritif, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les vins doux naturels. Les gens boivent moins de muscat, ils boivent moins aussi d'apéritifs anisés. Et on le voit dans la région. C'est spectaculaire. Donc c'est un grand potentiel. Donc ça passe aussi par un rééquilibrage à terme entre les rouges, les rosés et les blancs. Et ça veut dire que les rouges devront être des rouges soit des rouges qui seront faits pour être bu frais, soit des rouges de caractère qui vont représenter un peu une élite et une ambassade pour notre région. Gérard, on conclut avec cette citation de Gandhi qui vous tient à cœur. Pour quelle raison? Écoutez, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est le message important aujourd'hui? Oui, c'est un message important parce que moi, je suis très optimiste pour le potentiel de cette région. On peut être angoissé et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette journée aussi parce qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est, Jacques, la première région viticole du monde. Avec l'Occitanie, aujourd'hui, c'est 16 ou 17 millions d'hectares. Il ne faut pas perdre le potentiel viticole, il faut le renforcer. Il y a 240 000 hectares à planter, donc il faut installer des jeunes. Et il faut créer une vraie dynamique positive. Parce que c'est trop facile d'être pessimiste. Il faut savoir que c'est le temps long. Moi, mon père, il me disait toujours, on ne plante pas pour soi, on ne plante pas pour ses enfants, on plante pour ses petits-enfants. Aujourd'hui, ça a un peu changé, puisqu'au bout de 20 ans, quand même, il faut qu'on ait des résultats. Mais on a un potentiel extraordinaire. Et si on ne réussit pas, c'est qu'on aura raté quelque chose. Parce que ce n'est pas dans cette région où on va faire du blé ou du maïs à haute dose et à grand rendement. Donc notre destinée, c'est de faire des grands vins, des bons vins, et de répondre aux besoins, à l'attente des besoins des consommateurs du monde, qui est extraordinaire, puisqu'il y a 30 ans, tout le monde galérait parce qu'on vendait du vin dans 20 pays. 30, aujourd'hui, on peut vendre du vin dans 190 pays. Donc c'est une grande opportunité, et qui est liée au tourisme et liée aussi à notre ADN, qui est l'accueil qu'on peut avoir dans cette région. Peut avoir des lendemains qui chantent pour cette région si tant est qu'on sait se fédérer, c'est important, qu'on sait augmenter des budgets, qu'on sait travailler sur la recherche et développement et qu'on sait inventer le futur. Voilà, ça c'est les messages clés que je voudrais passer. Ce sera le mot de la fin. Juste une dernière précision. Vous vendez aujourd'hui 25 millions de bouteilles dans le monde, Gérard? Oui, un petit peu plus cette année, mais pas loin. Attendez la phrase seulement. Non, je n'ai pas dit seulement. Non, mais je rigole. Oui. Je rigole parce que vous l'avez dit précédemment, cette phrase-là seulement. J'aime bien vous taquiner. L'avenir, vous le voyez comment, vous, Gérard? Je l'ai dit, non, l'avenir, il est important. Il faut se donner des moyens, donc il faut toujours investir. Je pense aussi qu'il faut que les partenaires financiers, c'est-à-dire les banques, si vous arrivez avec un projet, jouent le jeu. Mais il n'a jamais été aussi facile d'emprunter, puisque les taux sont à 1%. Donc il faut se poser aussi des questions. Si on n'emprunte pas aujourd'hui, on fait une erreur en termes de management, puisque moi, quand j'ai commencé, on était à 6 ou 7%, même 8%. Donc pour rembourser, c'était compliqué. Aujourd'hui, à 1%, il faut investir, et il faut que les banques, en particulier, aident les jeunes pour qu'ils s'installent. Voilà, parce qu'en fait, c'est un vrai beau métier, et c'est un métier d'avenir. Merci de ce témoignage.